Bonsoir à tous et bienvenue sur D8. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Ce soir, nous allons faire un voyage dans le temps puisque nous partons en 1796, puisque je reprends la lecture de mon amie Victoria qui avait commencé Jacques le Fataliste et son maître. Plus exactement, Diderot a écrit ce roman en 1771. Il l'a un petit peu remanié et complété en 1778 et a été publié 12 ans après sa mort. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter Victoria, qui avait commencé ce roman, je vais vous faire un petit résumé. Donc, en fait, Jacques est un valet intelligent, courageux, généreux, et est accompagné de son maître, qui lui est aristocrate, un peu fainéant, passif, coléreux. Et entre deux, donc de longues conversations, des révélations, des confidences, lors d'un voyage qu'ils vont faire tous les deux. Alors, ils partent en fait à la recherche d'un enfant. Un enfant. Pourquoi vont-ils chercher un enfant? Que va-t-il se passer en chemin? Qui vont-ils rencontrer? On va découvrir tout ça ensemble. Bien sûr, si vous avez des histoires, des petits récits, ou alors si vous avez aussi envie de nous envoyer un petit mot, eh bien tout simplement, vous pouvez nous les faire parvenir à l'adresse postale de D8, qui est 1 rue Les Enfants du Paradis à Boulogne-Billancourt, ou alors tout simplement via les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Voilà. Alors, Victoria s'était arrêtée, pour ceux qui ont suivi, à la page 118, et je reprends. Le maître. Et pourquoi Jacques est-il si vénérable à vos yeux? Jacques. C'est que, n'attachant aucune importance au service qu'il rend, il faut qu'il soit naturellement officieux et qu'il ait une longue habitude de bienfaisance. Le maître. Et à quoi jugez-vous cela? Jacques. À l'air indifférent et froid avec lequel il a reçu mon remerciement, il ne me salue point. Il ne me dit pas un mot. Il semble me méconnaître, et peut-être à présent se dit-il en lui-même avec un sentiment de mépris, il faut que la bienfaisance soit fort étrangère à ce voyageur, et que l'exercice de la justice lui soit bien pénible, puisqu'il en est si touché. Qu'est-ce qu'il y a donc de si absurde dans ce que je vous dis pour vous faire rire de si bon cœur? Quoi qu'il en soit, dites-moi le nom de cet homme, afin que je le mette sur mes tablettes. Le maître. Très volontiers, écrivez. Dites. Écrivez. L'homme auquel je porte la plus profonde vénération. Jacques. La plus profonde vénération. Le maître. Et Jacques. Et le maître. Le bourreau de Jacques. Le bourreau. Oui, le bourreau. Pourriez-vous me dire où est le sel de cette plaisanterie? Je ne plaisante point. Suivez les chaînons de votre gourmette. Vous avez besoin d'un cheval, le sort vous adresse à un passant, et ce passant, c'est un bourreau. Ce cheval vous conduit 2 fois entre des fourches patibulaires. La 3e, il vous dépose chez un bourreau. Là, vous tombez sans vie. De là, on vous apporte. Ou dans une auberge, un gîte, un asile commun. Jacques, savez-vous l'histoire de la mort de Socrate? Non. C'est un sage d'Athènes. Il y a longtemps que le rôle de sage est dangereux parmi les fous. Ses concitoyens le condamnèrent à boire la cigue. Eh bien, Socrate fit comme vous venez de le faire. Il en usa avec le bourreau qui lui présenta la cigue aussi poliment que vous. Jacques, vous êtes une espèce de philosophe. Convenez-en. Je sais bien que c'est une race d'hommes odieuse et grands, dans lequel ils ne réfléchissent pas le genou. Aux magistrats, protecteurs, par état des préjugés qu'ils poursuivent. Aux prêtres, qui les voient rarement au pied de leur autel. Aux poètes,
gens sans principe et qui regardent sottement la philosophie comme la cognée des beaux-arts. Sans compter que ceux mêmes d'entre eux qui se sont exercés dans le genre odieux de la satire n'ont été que des flatteurs, au peuple, de tout temps, les esclaves des tyrans qui les oppriment, des fripons qui les trompent et des bouffons qui les amusent. Ainsi, je connais, comme vous voyez, tout le péril de votre profession et toute l'importance de l'aveu que je vous demande. Mais je n'abuserai pas de votre secret. Jacques, mon ami, vous êtes un philosophe. Je suis fâchée pour vous. Et s'il est permis de lire dans les choses présentes celles qui doivent arriver un jour, et si ce qui est écrit là-haut se manifeste quelquefois aux hommes longtemps avant l'événement, je présume que votre mort sera philosophique et que vous recevrez le lacet d'aussi bonne grâce que Socrate reçut la coupe de la cygue. Jacques, mon maître, un prophète ne dirait pas mieux, mais heureusement. Le maître, vous n'y croyez pas trop, ce qui achève de donner de la force à mon pressentiment? Jacques, et vous, monsieur, y croyez-vous? Le maître, j'y crois, mais je ne croirai pas que ce serait sans conséquence. Jacques, et pourquoi? Le maître, c'est qu'il n'y a du danger que pour ceux qui parlent, et je me tais. Jacques, et au pressentiment? J'en ris, mais j'avoue que c'est en tremblant. Il y en a qui ont un caractère si frappant. On a été bercé de ces contes-là, de si bonne heure. Si vos rêves s'étaient réalisés 5 ou 6 fois, et qu'il vous arriva de rêver que votre ami est mort, vous iriez bien vite le matin chez lui pour savoir ce qui en est. Mais les pressentiments dont il est possible de se défendre, ce sont surtout ceux qui se présentent au moment où la chose se passe loin de nous et qui ont un air symbolique. Jacques, vous êtes quelquefois si profond et si sublime que je ne vous entends pas. Ne pourriez-vous pas m'éclaircir cela par exemple? Le maître, rien de plus aisé. Une femme vivait à la campagne avec son mari, octogénaire et attaqué de la pierre. Le mari quitte sa femme et vient à la ville se faire opérer. La veille de l'opération, il écrit à sa femme. « À l'heure où vous recevrez cette lettre, je serai sous le bistouri de frère Cosme. Tu connais ces anneaux de mariage qui se séparent en 2 parties, sur chacune desquelles les noms de l'époux et de sa femme sont gravés. Eh bien, cette femme en avait un pareil au doigt. Lorsqu'elle ouvrit la lettre de son mari, à l'instant, les 2 moitiés de cet anneau se séparent. Celle qui portait son nom reste à son doigt, celle qui portait le nom de son mari tombe brisée sur la lettre qu'elle lisait. Dis-moi, Jacques, crois-tu qu'il y ait de tête assez forte, d'âme assez ferme, pour n'être pas plus ou moins ébranlée d'un pareil incident et dans une circonstance pareille? Aussi cette femme en pense à mourir. Ces transes durèrent jusqu'au jour de la poste suivante par laquelle son mari lui écrivit que l'opération s'était faite heureusement, qu'il était hors de tout danger et qu'il se flattait de l'embrasser avant la fin du mois. Jacques. Et l'embrassa-t-il en effet? Le maître, oui. Jacques. Je vous ai fait cette question parce que j'ai remarqué plusieurs fois que le destin était cauteleux. On lui dit au premier moment qu'il en aura menti, et il se trouve au second moment qu'il a dit vrai. Ainsi donc, monsieur, vous me croyez dans le cas du pressentiment symbolique, et malgré vous, vous me croyez menacé de la mort du philosophe? Le maître, je ne saurais te dissimuler, mais pour écarter cette triste idée, ne pourrais-tu pas, Jacques, reprendre l'histoire de mes amours? Jacques reprit l'histoire de ses amours. Nous l'avions laissée, je crois, avec le chirurgien. Le chirurgien. J'ai peur qu'il n'y ait de la besogne à votre genou pour plus d'1 jour. Jacques.
Il y en aura tout juste pour tout le temps qui est écrit là-haut, qu'importe. Le chirurgien. À temps par jour pour le logement, la nourriture et mes soins, cela fera une somme. Docteur, il ne s'agit pas de la somme pour tout ce temps, mais combien par jour? 25 sous, serait-ce trop? Beaucoup trop. Allons, docteur, je suis un pauvre diable. Ainsi, réduisons la chose à la moitié et avisez le plus promptement que vous pourrez à me faire transporter chez vous. 12 sous et demi, ce n'est guère. Vous mettez bien les 13 sous. 12 sous et demi, 13 sous, top. Et vous payerez tous les jours? C'est la condition. C'est que j'ai une diable de femme qui n'entend pas raillerie, voyez-vous. Et docteur, faites-moi transporter bien vite auprès de votre diable de femme. Un mois à 13 sous par jour, c'est 19 livres 10 sous. Vous mettrez bien 20 francs. 20 francs, soit. Vous voulez être bien nourri, bien soigné, promptement guéri. Outre la nourriture, le logement et les soins, il y aura peut-être les médicaments. Il y aura des linges. Il y aura... Et après ? Ma foi, le tout vaudra bien 24 francs. Va pour 24 francs, mais sans queue. Un mois à 24 francs, 2 mois, cela fera 48 livres, 3 mois, cela fera 72. Ah, que la doctresse serait contente. Si vous pouviez lui avancer en rentrant la moitié de ces 72 livres, j'y consens. Elle serait bien plus contente encore. Si je payais le quartier, je la paierais. Jacques ajouta. Le chirurgien alla retrouver mes hôtes. Les parvint de notre arrangement, et un moment après l'homme, la femme et les enfants se rassemblèrent autour de mon lit avec un air serein. Ce furent des questions sans fin sur ma santé et sur mon genou. Des éloges sur le chirurgien, leur compère et sa femme, des souhaits à perte de vue, la plus belle affabilité en intérêt. Un empressement à me servir. Cependant, le chirurgien ne leur avait pas dit que j'avais quelque argent. Mais il connaissait l'homme. Il me prenait chez lui, et il le savait. Je payais ce que je devais à ces gens. Je fis aux enfants de petites largesses que leur père et mère ne laissèrent pas longtemps entre leurs mains. C'était le matin. L'hôte partit pour s'en aller au champ. L'hôtesse prit sa hotte sur ses épaules et s'éloigna. Les enfants, attristés et mécontents d'avoir été spoliés, disparurent. Et quand il fut question de me tirer de mon grabat, de me vêtir et de m'arranger sur mon brancard, il ne se trouva personne que le docteur, qui se mit à crier à tue-tête et que personne n'entendit. Et Jacques, qui aime à se parler à lui-même, se disait apparemment « Ne payez jamais d'avance, si vous ne voulez pas mal être servi. » Non, non, maître, ce n'était pas le temps de moraliser, mais bien celui de s'impatienter et de jurer. Je m'impatientais, je jurais, je fis de la morale ensuite, et tandis que je moralisais, le docteur qui m'avait laissé seul revint avec 2 paysans qu'ils avaient loués pour mon transport et à mes frais, ce qu'il ne me laissait pas ignorer. Ces hommes me rendirent tous les soins préliminaires à mon installation sur l'espèce de brancard qu'on me fit avec un matelas étendu sur des perches. Le maître. Dieu soit loué. Te voilà dans la maison du chirurgien et amoureux de la femme ou de la fille du docteur. Je crois, mon maître, que vous vous trompez. Et tu crois que je passerai 3 mois dans la maison du docteur avant d'avoir entendu le premier mot de tes amours? Ah, Jacques, cela ne se peut. Fais-moi grâce, je te prie. Et de la description de la maison, et du caractère du docteur, et de l'humeur de la doctresse, et des progrès de ta guérison. Saute par-dessus tout cela. Au fait, allons au fait. Voilà, ton genou a à peu près guéri, te voilà assez bien portant, et tu aimes. J'aime donc, puisque vous êtes si pressé. Et qui aimes-tu? Une grande brune de 18 ans, faite autour, grands yeux noirs,
Petite boucle vermeille, beaux bras, jolies mains. Ah, mon maître, les jolies mains. C'est que ces mains-là, tu crois encore les tenir? C'est que vous les avez prises et tenues plus d'une fois à la dérober, et qu'il n'a dépendu que d'elle, que vous n'en ayez fait tout ce qu'il vous plairait. Ma foi, Jacques, je ne m'attendais pas à celui-là, ni moi non plus. J'ai beau rêver, je ne me rappelle ni grande brune, ni jolie main, tâche de t'expliquer. J'y consens, mais c'est à la condition que nous reviendrons sur nos pas et que nous rentrerons dans la maison du chirurgien. Crois-tu que cela soit écrit là-haut? C'est vous qui me l'allez apprendre, mais il est écrit ici-bas que chi va piano va sono. Et qui va piano va sono lontano. Et je voudrais bien arriver. Eh bien, qu'avez-vous résolu? Ce que tu voudras. En ce cas, nous revoilà chez le chirurgien, et il est écrit là-haut que nous y reviendrions. Le docteur, sa femme et ses enfants se concertèrent si bien pour épuiser ma bourse par toutes sortes de petites rapines qu'ils eurent bientôt réussi. La guérison de mon genou paraissait bien avancée sans l'être. La plaie était refermée à peu de choses près. Je pouvais sortir à l'aide d'une béquille. Et il me restait encore 18 francs. Pas de gens qui aiment plus à parler que les bègues, pas de gens qui aiment plus à marcher que les boiteux. Un jour d'automne, une après-dînée, qu'il faisait beau, je projetais une longue course. Du village que j'habitais au village voisin, il y avait environ 2 lieues. Et ce village s'appelait... Si je vous le nommais, vous sauriez tout. Arrivé là, j'entrais dans un cabaret. Je me reposais, je me rafraîchis. Le jour commençait à baisser. Je me disposais à regagner le gîte lorsque, de la maison où j'étais, j'entendis une femme qui poussait les cris des plus aigus. Je sortis, on s'était attroupé autour d'elle. Elle était à terre, elle s'arrachait les cheveux, elle disait, en montrant les débris d'une grande cruche, « Je suis ruinée pour un mois. Pendant ce temps, qu'est-ce qui nourrira mes pauvres enfants ?» Cet intendant, qui a l'âme plus dure qu'une pierre, ne me fera pas grâce d'un sou. Que je suis malheureuse, je suis ruinée. Tout le monde la plaignait, et je n'entendais autour d'elle que la pauvre femme. Mais personne ne mettait la main dans la poche. Je m'approchai brusquement et je lui dis « Ma bonne, qu'est-ce qui vous est arrivé ?»« Ce qui m'est arrivé, est-ce que vous ne le voyez pas? On m'avait envoyé acheter une cruche d'huile. J'ai fait un faux pas, je suis tombée, ma cruche s'est cassée, et voilà l'huile dont elle était pleine. » Dans ce moment survinrent les petits-enfants de cette femme. Ils étaient presque nus, et les mauvais vêtements de leur mère montraient toute la misère de la famille. Et la mère et les enfants se mirent à crier. Tel que vous me voyez, il en fallait 10 fois moins pour me toucher. Mes entrailles s'émurent de compassion, les larmes me vinrent aux yeux. Je demandai à cette femme d'une voix entrecoupée pour combien il y avait d'huile dans sa cruche. Pour combien, me répondit-elle en levant les mains en haut. Pour 9 francs. Pour plus que je ne saurais gagner en un mois. À l'instant, déliant ma bourse et lui jetant 2 gros écus, « Tenez, ma bonne, lui dis-je, en voilà 12. » Et sans attendre ses remerciements, je repris le chemin du village. Le maître. « Jacques, vous fîtes là une belle chose. » Je fis une sottise, ne vous déplaise. Je ne fus pas à 100 pas du village que je me le dis. Je ne fus pas à moitié chemin que je me le dis bien mieux. Arrivé chez mon chirurgien, le gousset vide, je le sentis bien autrement. Le maître. Tu pourrais bien avoir raison et mon éloge être aussi déplacé que ta commisération.
Non, non, Jacques, je persiste dans mon premier jugement, et c'est l'oubli de ton propre besoin qui fait le principal mérite de ton action. J'en vois les suites. Tu vas être exposé à l'humanité de ton chirurgien et de sa femme. Ils te chasseront de chez eux, mais quand tu devrais mourir, à leur porte sous un fumier, sur ce fumier, tu serais satisfait de toi. Jacques, mon maître, je ne suis pas de cette force-là. Je m'acheminais qu'à un cas, et, puisqu'il faut vous l'avouer, regrettant mes 2 gros écus, qui n'en étaient pas moins donnés, et gâtant par mon regret l'œuvre que j'avais faite, j'étais à une égale distance des 2 villages. Et le jour était tout à fait tombé, lorsque 3 bandits sortent d'entre les broussailles qui bordaient le chemin, se jettent sur moi, me renversent à terre, me fouillent, et sont étonnés de me trouver aussi peu d'argent que j'en avais. Ils avaient compté sur une meilleure proie. Témoins de l'aumône que j'avais faite au village, ils avaient imaginé que celui qui peut se dessaisir aussi lestement d'un demi-louis devait en avoir encore une vingtaine. Dans la rage de voir leur espérance trompée et de s'être exposés à avoir les os brisés sur un échafaud pour une poignée de sous-marqués, si je les dénonçais, s'ils étaient pris et que je les reconnusse, ils balancèrent un moment s'ils ne m'assassineraient pas. Heureusement, ils entendirent du bruit. Ils s'enfuirent. Et j'en fus quitte pour quelques contusions que je me fis en tombant et que je reçus tandis qu'on me volait. Les bandits éloignés, je me retirai. Je regagnai le village comme je pus. J'y arrivai à 2 heures de nuit. Pâle, défait, la douleur de mon genou fort accrue et souffrant, en différents endroits, des coups que j'avais remboursés. Le docteur, mon maître, qu'avez-vous? Vous serrez les dents? Vous vous agitez comme si vous étiez en présence d'un ennemi. J'y suis, en effet. J'ai l'épée à la main, je fonds sur tes voleurs et je te venge. Dis-moi, comment celui qui a écrit le gros rouleau a pu écrire que telle serait la récompense d'une action généreuse? Pourquoi moi, qui ne suis qu'un misérable composé de défauts, je prends ta défense, tandis que lui qui t'a vu tranquillement attaquer, renverser, maltraiter, foulé aux pieds, lui qu'on dit être l'assemblage de toute perfection? Mon maître, paix, paix. Ce que vous dites là sent le fagot en diable. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde s'il n'y a personne autour de nous qui vous ait entendu. Le docteur me tâta le pouls et me trouva de la fièvre. Je me couchai sans parler de mon aventure, rêvant sur mon grabat, ayant affaire à 2 âmes. Dieu, quelle âme! N'ayant pas le sou et pas le moindre doute que le lendemain à mon réveil, on exigea le prix dont nous étions convenus par jour. En cet endroit, le maître jeta ses bras autour du cou de son valet, en s'écriant « Mon pauvre Jacques, que vas-tu faire? Que vas-tu devenir? Ta position m'effraie. » Mon maître, rassurez-vous, me voilà. Je n'y pensais pas, j'étais à 2 mains, à côté de chez toi, chez le docteur, au moment où tu t'éveilles et où l'on vient te demander l'argent. Mon maître, on ne sait de quoi se réjouir, ni de quoi s'affliger dans la vie. Le bien amène le mal amène le bien. Nous marchons dans la nuit au-dessus de ce qui est écrit là-haut, également intensés dans nos souhaits, dans notre joie et dans notre affliction. Quand je pleure, je trouve souvent que je suis un sot. Et quand tu ris, je trouve encore que je suis un sot. Cependant, je ne puis m'empêcher de pleurer ni de rire, et de ce qui me fait enrager. J'ai 100 fois essayé. Je ne fermais pas l'œil de la nuit. Non, non, dis-moi ce que tu as essayé. De me moquer de tout. Ah,
Si j'avais pu réussir, à quoi cela t'aurait-il servi? À me délivrer de soucis, à n'avoir plus besoin de rien, à me rendre parfaitement maître de moi, à me trouver aussi bien la tête contre une borne, au coin de la rue, que sur un bon oreiller. Tel je suis quelquefois, mais le diable est que cela ne dure pas, et que dur et ferme comme un rocher dans les grandes occasions. Il arrive souvent qu'une petite contradiction, une bagatelle me défère. C'est à se donner des soufflets. J'y ai renoncé. J'ai pris le parti d'être comme je suis. Et j'ai vu, en y pensant un peu, que cela revenait presque au même, en ajoutant « Qu'importe, comme on soit, c'est une autre résignation plus facile et plus commode. » Pour plus commode, cela est sûr. Dès le matin, le chirurgien tira mes rideaux et me dit « Allons l'ami, votre genou, car il faut que j'aille au loin. » « Docteur, lui dis-je d'un ton douloureux, j'ai sommeil. »« Tant mieux, c'est bon signe. Laissez-moi dormir. Je ne me soucie pas d'être pansé. Il n'y a pas grand inconvénient à cela. Dormez. » Cela dit, il referme mes rideaux. Et je ne dors pas. 1 heure après, la doctresse tira mes rideaux et me dit « Allons l'ami, prenez votre rôti au sucre. » « Madame la doctresse, lui répondis-je d'un ton douloureux, je ne me sens pas d'appétit. »« Mangez, mangez, vous n'en payerez ni plus ni moins. »« Je ne peux pas manger. »« Tant mieux, ce sera pour mes enfants et pour moi. » Et cela dit, elle referme mes rideaux, appelle ses enfants, et les voilà qui se mettent à dépêcher ma rôtie au sucre. Lecteur, si je faisais ici une pause, et que je reprisse l'histoire de l'homme à une seule chemise, parce qu'il n'avait qu'un corps à la fois, je voudrais bien savoir ce que vous en penseriez. Que je me suis fourrée dans une impasse à la Voltaire, ou vulgairement dans un cul-de-sac, d'où je ne sais comment m'en sortir, et que je ne me jette dans un conte fait à plaisir, pour gagner du temps et chercher quelques moyens de sortir de celui que j'ai commencé. Eh bien, lecteur, vous vous abusez de tout point. Je sais comment Jacques sera tiré de sa détresse. Et ce que je vais vous dire de Gousse, l'homme a une seule chemise, et à la fois, parce qu'il n'avait qu'un corps à la fois, n'est point du tout un conte. C'était un jour de Pentecôte. Le matin, que je reçus un billet de Gousse par lequel il me suppliait de le visiter dans une prison où il était confiné. En m'habillant, je rêvais à son aventure et je pensais que son tailleur, son boulanger, son marchand de vin ou son hôte avaient obtenu et mis exécution contre lui une prise de corps. J'arrive et je le trouve faisant chambrée commune avec d'autres personnages d'une figure omineuse. Je lui demandai ce que c'était que ces gens-là. Le vieux que vous voyez avec ses lunettes sur le nez est un homme adroit qui sait supérieurement le calcul et qui cherche à faire cadrer les registres qu'il copie avec ses comptes. Cela est difficile, nous en avons causé, mais je ne doute point qu'il n'y réussisse. Et cet autre, c'est un sot. Mais encore, un sot qui avait inventé une machine à contrefaire les billets publics. Mauvaise machine, machine vicieuse qui pêche par 20 endroits. Et ce troisième, qui est vêtu d'une livrée et qui joue de la basse, il n'est ici qu'en attendant ce soir peut-être ou demain matin, car son affaire n'est rien. Il sera transféré à Bicêtre. Et voici, c'est ici que s'achève cette édition de Voyage au bout de la nuit avec Jacques, le fataliste et son maître. Je vous dis à très très vite, bien sûr, pour la suite. Et n'oubliez pas, nous attendons vos petits mots sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Bonne nuit!